L'alimentation est aussi populaire que primordiale pour la santé. C'est un vaste sujet en Ayurveda et on va établir des bases solides dans cette série vidéo pour mieux le comprendre. D'abord, c'est très important de savoir qu'il faut se baser sur son ressenti en Ayurveda. D'ailleurs, les traditions ayurvédiques en font bien mention. Pour commencer, rappelons-nous quelques notions de base en alimentation. Alors, quelques notions fondamentales qu'il convient de se rappeler. D'abord, l'importance de consommer suffisamment de fruits et de légumes frais. Surtout les légumes, c'est beaucoup là-dedans qu'on va aller chercher nos vitamines, nos minéraux, nos antioxydants. Donc, on conseille d'habitude quelque chose entre 6 et 10 portions par jour. Qu'est-ce qu'une portion? Souvent, on peut se fier à la paume de la main. L'épaisseur, la largeur de la paume de votre main, ça va définir des portions qui conviennent pour vous. Donc, consommer beaucoup de légumes, c'est toujours quelque chose qu'il faut insister et renouveler. Les fruits, toujours les manger entre les repas. S'il y a bien une chose que les nutritionnistes sont d'accord, c'est que la digestion des fruits se fait beaucoup mieux lorsqu'ils sont consommés à jeun ou avant le repas. Ensuite, d'autres choses qu'il faut mentionner, c'est de consommer suffisamment de protéines complètes. Ça pourrait être seulement qu'une fois par jour, parce qu'on va chercher des protéines à gauche, à droite dans la plupart des aliments. Mais une protéine complète, c'est quoi? Ça peut être un morceau de viande, que ce soit de viande blanche ou viande rouge. Ça peut être un morceau de poisson. Ça peut être aussi du tofu. Ça peut être des œufs. Et pour les végétariens, ce qui convient de consommer le plus souvent, non pas des grosses quantités de tofu, il n'y a aucun peuple de la Terre qui consomme énormément de tofu, c'est plutôt des combinaisons de légumineuses et de céréales. Donc la légumineuse et la céréale ont tous les deux certains acides aminés qui leur font défaut. Donc pour la constitution des protéines, il leur manque quelques éléments. Mais l'un a le complément de l'autre. Donc si vous consommez un peu de céréales avec beaucoup de légumineuses ou un peu de légumineuses avec beaucoup de céréales autour du même repas, vous avez une protéine complète. Qu'est-ce qui arrive quand on ne mange pas assez de protéines? Si on se réfère à notre senti, on va avoir des fringales. On va avoir faim en fin de journée, on va avoir une fringale, même après avoir mangé quelque chose, on va encore ressentir la faim. C'est parce que le corps réclame des protéines souvent. Alors, ça va être la façon qu'on va se rendre compte. Donc, il y a quelques notions comme ça qu'il faut quand même respecter et tenir en compte lorsqu'on aborde l'alimentation ayurvédique. On pourrait développer davantage, puisque ce n'est pas le sujet nécessairement de la série ici. On va le développer dans des articles sur l'alimentation sur Ayurveda Révolution. Donc, concentrons-nous sur les nouvelles notions que nous apporte l'Ayurveda pour nous éclairer. Alors, deux notions fondamentales à l'alimentation ayurvédique sont Agni et Ama. Qu'est-ce que ça signifie? Agni, littéralement, ça veut dire feu. Donc, ça fait référence au feu digestif. Souvent, on pense aux acides gastriques, peut-être aux enzymes, etc. C'est plus que ça. Agni, c'est tout le métabolisme du corps. Donc, du moment que vous ingérez quelque chose jusqu'à ce que cet aliment se rende à produire de l'énergie ou des protéines pour vos muscles, c'est Agni qui agit, c'est le métabolisme. Donc, il faut le comprendre à son sens large. L'autre concept est relié. Ça s'appelle Ama. Ama, on le traduit souvent comme toxine. Mais encore une fois, c'est un peu plus que ça. C'est des substances qui ont été mal métabolisées. Donc, des aliments qui n'ont pas été métabolisés, digérés convenablement. Si vous avez par exemple, des aliments riches en calcium et que vous en consommez trop et que vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous pouvez accumuler des pierres au rein, par exemple. Ou si vous ne métabolisez pas convenablement la nourriture, vous allez avoir des substances indigérées et qui vont se transformer donc en toxines dans le corps puisqu'ils vont être en quantité trop abondante. Notamment, ça pourrait être de l'acide urique qui est produit par les protéines, la digestion des protéines, et cet acide urique peut s'accumuler dans les articulations notamment pour provoquer des symptômes arthritiques comme la goutte. Vous avez aussi le cholestérol, qui est un élément naturel tout à fait sain dans l'alimentation, dont on a besoin pour vivre, mais qui, une fois oxydé ou une fois en trop grande quantité, bouche les artères. Donc, on retrouve l'athérosclérose. Alors, ce n'est pas seulement des toxines, c'est des substances qui n'ont pas été métabolisées correctement. Alors, il faut encore une fois ouvrir le concept un petit peu plus que ce qui nous est proposé d'ordinaire. Alors, la relation entre Agni et Ama est simple. Si on ne digère pas suffisamment ce qu'on consomme, ça va s'accumuler en Ama.
Alors, ça pourrait être quelque chose de très sain que vous consommez, mais si votre feu digestif n'est pas au rendez-vous pour le digérer, pour l'absorber, vous allez développer ne serait-ce que des putréfactions ou des toxines dans votre organisme. Alors ça, c'est deux notions fondamentales qui s'appliquent un peu à tout le monde. L'Ayurveda vous présente aussi l'importance de la qualité des sols, de la qualité des aliments. Donc la fraîcheur et la qualité des aliments est très importante en Ayurveda. Sans doute que s'ils avaient connu à l'époque l'alimentation non biologique, ils nous auraient conseillé de consommer des aliments biologiques puisque ceux-ci sont exempts de toxines. Donc ça, c'est un autre élément important en Ayurveda. Ensuite, vous avez l'importance d'observer un jeûne quotidien. On voit même dans le langage que l'on déjeune le matin. Donc, déjeuner, ça fait référence au fait de stopper un jeûne. Alors, ça serait bien de jeûner avant de déjeuner. Et pour ce faire, vous devez observer une distance d'environ 12 heures, voire 14 heures entre votre repas du soir et le déjeuner du lendemain. Ça permet à votre corps de se nettoyer, de se libérer de la nourriture de la journée et de reposer un peu le système digestif. Aussi, si on évite de manger tout de suite avant de se coucher, ou trop tard, ou des trop grandes quantités le soir, ça va permettre au corps de se nettoyer la nuit. Sinon, le corps va utiliser tout le sang pour digérer, absorber les nutriments. Donc, le sang va se diriger vers l'estomac, va se diriger vers l'intestin, alors que la nuit, il sert à tout irriguer le corps, les cellules, à baigner les cellules, à reposer l'organisme et à évacuer les toxines. Donc, ce processus ne se fait pas aussi bien lorsqu'on consomme de la nourriture tard le soir. En plus que le métabolisme ralentit, donc le corps a plus tendance à stocker. Il ne sait pas trop quoi faire avec les calories qu'on lui donne si on va au repos tout de suite après. Donc, tout ça, c'est des notions générales qu'on applique en Ayurveda. Maintenant, lorsqu'on a appliqué ces notions-là générales de nutrition, les concepts de base en Ayurveda, le gros de l'alimentation ayurvédique se fait par l'adaptation de l'alimentation. Donc, c'est ensuite de ça qu'on adapte les textures, les couleurs, les saveurs selon notre état, selon notre constitution. À travers ce bain de notions et de tendances à comprendre et de sentis pour voir qu'est-ce qui fonctionne avec nos doshas ou non, il y a une notion qui est très importante et qu'il faut garder en tête, la notion de plaisir. L'Ayurveda insiste beaucoup sur ce sujet. C'est important d'apprécier la nourriture qu'on consomme et d'avoir un sentiment de satisfaction, de contentement. Une des principales clés de l'alimentation ayurvédique réside dans la science des saveurs. L'Ayurveda définit 6 saveurs, dont 4 perceptibles par les papilles. Le sucré, l'amer, l'acide et le salé. Et 2 qui sont des sensations. Le piquant, sensation de brûlure, et l'astringent, sensation de sécheresse ou de resserrement. Voyons ce que le docteur Vishnu a à nous dire sur le sujet. In nutritional sciences, we break up food into proteins, carbohydrates, amino acids, vitamins, minerals, blah, 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 so many things. But in Ayurveda, we never see all those things. We just break food into 6 tastes and various properties. So if a meal consists of all the 6 tastes in the right quantity, and if it has fast digestion within the body, which doesn't take too much time to digest, then it is good food already. Simple example, any protein source is sweet. You can check it out. Or slightly astringent. Any vitamin C source and E source, vitamin E and C, is sour. Any source which contains sodium, phosphorus, magnesium, manganese, blah, all the minerals, is salty, required for the body. Anything bitter will have vitamin D, D3, cholecalciferol, etc., etc., etc. So you need that to the body. So I'm talking like this because to make you understand that Ayurvedic food is also scientific if you apply it properly. But remember, start the meal with something sweet. Don't end the meal with something sweet. There are no desserts in Ayurveda. We start the meal with a sweet.
Alors voyons toutes ces saveurs plus en détail. Attardons-nous d'abord sur le sucré, qu'on nomme aussi la saveur douce. C'est la première saveur à laquelle on s'habitue par la peau, le lait maternel, et c'est celle qu'on mange le plus en termes de quantité. Des exemples évidents, le miel, le sirop d'érable, les bananes, les fruits. Plus subtils, les légumes, comme les légumes racines, les carottes. Les céréales aussi, donc les pâtes, le pain, les œufs, la viande, ce sont des saveurs douces. Le sucré apaise Vata et Pitta, mais il aggrave Kapha en excès. Le sucré est associé aux éléments eau et terre. Donc, c'est comme ça qu'il devient nourrissant. Il aide à construire car il fournit des glucides, des lipides et des protéines. La saveur acide, qu'on appelle aussi aigre, réveille l'appétit et favorise la digestion. En un mot, elle est vivifiante. C'est une saveur nutritive qui signale la présence de minéraux, de flavonoïdes et d'antioxydants. Quelques exemples évidents, les agrumes, les petits fruits, la choucroute, le vin, le vinaigre. Et quelques exemples subtils, la levure, le yogourt, le fromage fort. Mais attention, il ne faut pas confondre l'effet acidifiant et le goût acide. Cette saveur apaise Vata et en petite quantité Kapha. Elle aggrave Pitta et Kapha en excès et elle correspond aux éléments feu et eau. La saveur salée maintenant. Donc le salé est une saveur équilibrante. Elle réveille l'appétit, favorise la digestion, mais un peu moins que l'acidulé. C'est une saveur nécessaire à l'hydratation, mais qui assèche en excès. Elle ouvre les canaux et les pores microscopiques. Encore une fois, en excès, elle les bouche. Donc il faut bien équilibrer le salé, le doser. Des exemples évidents? Bien sûr, le sel de table, le sel de mer, les fruits de mer, les algues, donc tous les produits de la mer vont avoir un goût salé. Plus subtilement, on va retrouver le salé dans le céleri, salé, céleri, il y a un lien ici, dans l'ail, l'oignon, avec lesquels on fabrique du sel d'ail, du sel d'oignon, et la plupart des aliacées, comme la ciboulette par exemple. On en retrouve aussi des éléments salés dans le persil et dans la livèche, qui est une fine herbe. Le salé apaise Vata et, en petite quantité, il va apaiser Pitta. Il va aggraver Pitta et Kapha, cependant, en excès. Le salé correspond aux éléments eau et feu. Le piquant. Le piquant est une saveur irritante. Elle réveille l'appétit et stimule fortement la digestion. En un mot, intense. Elle active au maximum le métabolisme et réchauffe l'organisme. Elle élimine les toxines et les accumulations d'humidité et de gras. Quelques exemples évidents, les piments forts, le poivre, le thym, le gingembre, les oignons et les radis. Et quelques-uns subtils, les graines de fenouil, de cumin ou de cardamome, le bébé kale et le navet. Cette saveur apaise Kapha et en petite quantité Vata. Elle aggrave Pitta et Vata en excès et elle correspond aux éléments feu et air. Quant à la saveur amère, en un mot, elle est clarifiante. Elle réveille aussi l'appétit, stimule fortement l'activité digestive de l'estomac et du foie. Elle rafraîchit l'organisme et réduit les inflammations, élimine les toxines, les accumulations d'humidité et de gras. Des exemples plus évidents, le radicchio, la roquette, la chicorée, le pissenlit, le café. Comme exemple plus subtil, vous avez les épinards, les carottes sauvages et la bière. L'amère apaise Pitta et Kapha, par contre aggrave Vata en excès. L'amère correspond aux éléments de l'espace et de l'air. L'astringence signale la présence de tanins, en un mot, tonifiante. Elle élimine les déchets et capture même quelques nutriments. Elle récure les masses, les agglomérations, les kystes et les élimine peu à peu. Elle assèche les excès d'humidité et de gras en agissant comme fibre absorbante. Par exemple, les thés, les germinations, les fruits pas mûrs. Et quelques exemples subtils, les lentilles, la cannelle, le riz, le concombre, le vin rouge. L'astringent apaise Pitta et Kapha. Il aggrave Vata par contre en excès et correspond aux éléments terre et air. L'ordre dans lequel les saveurs sont présentées n'est pas fortuit.
Les saveurs sont classées des plus anaboliques jusqu'aux plus cataboliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Anabolique désigne gagner de la masse. Donc le sucré, l'acide, le salé, c'est des saveurs qui aident à gagner de la masse, le sucré en tête. Tandis que les saveurs amères, piquantes et astringentes sont des saveurs cataboliques qui éliminent la matière. Et aussi, les saveurs sont classées en ordre d'incidence, en ordre de quantité présente naturellement dans la nourriture. Donc, encore une fois, en tête de liste, vous avez le doux, le sucré, avec les glucides, les lipides, les protéines. Et en terminant, vous avez l'astringent et ses tanins qui se retrouvent en très petite quantité dans la nourriture. Outre les saveurs, la texture, la température et la consistance de la nourriture sont à considérer. Pour bien décrire la nourriture et bien prédire l'influence sur nos états, on doit utiliser la même logique que dans la série sur les doshas. On doit rechercher les qualités opposées à nos excès, comme par exemple du chaud pour compenser les symptômes kapha ou vata qui sont froids. Donc c'est à se demander, est-ce que ma nourriture est chaude ou froide? Sèche, humide ou grasse? Douce ou rugueuse? Lourde et consistante ou légère et peu calorique? En terminant, on se rend compte que les propriétés des aliments, on les perçoit assez naturellement. L'Ayurveda nous aide à prédire l'impact que les différentes propriétés ont sur nous en faisant appel à nos sens, à nos perceptions, à notre intuition. Il n'y a aucune réponse toute faite. En fait, quelques notions de base, être à l'écoute de son corps et un peu de gros bon sens, c'est ça l'Ayurveda. Dans les prochains épisodes, nous vous aiderons à appliquer toutes ces notions dans votre vie quotidienne. À bientôt!